Bienvenue tout le monde sur ce nouveau live Twitch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va être rejoint par Hamzat Boukari-Yabara qui est donc un historien du panafricanisme, un historien panafricain hyper intéressant et avec qui on va regarder un petit peu l'actualité de France mais aussi l'actualité en Afrique avec un prisme panafricain. On va parler de plusieurs sujets, dont le panafricanisme de gauche. Est-ce qu'un panafricanisme de gauche existe? On va se remettre la question du nationalisme dans ce moment politique très particulier qu'on est en train de vivre. Et on va aussi parler de, oui, tout simplement, comment les panafricains aujourd'hui doivent regarder la situation en France, surtout les panafricains qui sont dans des situations de diaspora entre la France et l'Afrique. Ok, parfait. Ouais, c'est bon, je te vois. Ça va? Ouais, ça va, un peu dans le rush avec toute la situation politique qu'on est en train de vivre en ce moment. Je voyais que tu as fait pas mal de posts ces derniers temps sur plusieurs sujets, notamment la question du panafricanisme de gauche, et j'ai du coup plein de questions à te poser. Moi j'étais un petit peu à me dire, il faut que le nouveau Front Populaire, j'étais assez sensible à ses idées, et je me demandais comment en tant que Français, avec un positionnement panafricain, est-ce qu'on se positionne dans l'équation politique française? Est-ce qu'on a à se positionner? Comment est-ce que toi tu vois un petit peu la chose? Pour moi, on est dans l'histoire de France, c'est-à-dire qu'on est dans l'histoire d'un pays qui a quand même produit un certain nombre d'outils, le Code noir, la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, le Code de l'indigénat, qui a produit des massacres et des génocides coloniaux et post-coloniaux, avec toujours une couverture politique assumée. On connaît les racines du Rassemblement national. On sait qu'on est dans un pays qui a produit de l'antisémitisme, du racisme, de la négrophobie, de l'islamophobie, et qui en même temps a aussi produit effectivement des solidarités. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce rapport de force qui aujourd'hui me semble particulièrement visible, que les médias résument en tout le sens des deux extrêmes, mais bon, c'est évidemment pas des extrêmes de la même nature, puisque l'un est vraiment dans une dimension de convergence, alors que l'autre est dans une dimension d'exclusion. Donc on ne peut pas parler d'extrêmes équivalents ou égaux. Et on est aussi, je dirais, sur les 15-20 dernières années, dans une montée progressive, programmée, assumée des lepénistes, du Front National, du Rassemblement National, à partir vraiment des thèmes classiques, hein, l'insécurité, l'immigration, l'identité, et avec toujours cette idée que les Français, en fait, seraient la vraie minorité en France. Ils ne sont plus chez eux, on n'est plus chez nous, on va disparaître, le grand remplacement, l'ensauvagement. Donc, toutes ces notions très idéologènes et très pathologiennes qui nous amènent effectivement à la situation d'aujourd'hui. Là, tu dis justement les Français qui se sentent en minorité, et j'ai l'impression qu'en tout cas, le discours du Rassemblement national utilise en fait des rhétoriques antiracistes ou des rhétoriques anticoloniales aujourd'hui. Il s'est Absolument. complètement réapproprié le discours anticolonial pour l'appliquer à la population française comme s'il s'agissait d'une population colonisée. Et je trouve ça assez incroyable que on ait mis autant de bâtons dans les roues des anticolonialistes pour aujourd'hui d'un seul coup se réapproprier le discours avec une vitesse aussi forte. En fait, oui, c'est-à-dire que le principe des contre-révolutions, des révolutions néolibérales, c'est de s'emparer de nos idées progressistes, parce qu'elles ont les moyens de les acheter, de les faire entrer dans des canaux médiatiques. Donc, c'est tout l'arsenal de Bolloré, hein, qu'on s'est reconverti sur tout ce qui relève des médias et des chaînes de télévision. C'est vraiment dans cet objectif de récupérer un peu ce discours des minorités en lutte pour le porter au niveau des Français blancs. Sauf que là, on a en fait une majorité, parce que les Blancs sont majoritaires en France, qui agit avec l'état d'esprit d'une minorité, c'est-à-dire un état d'esprit assez offensif, assez agressif, qui fait qu'on a aujourd'hui des défilés de fascistes dans la rue, les mains levées, et qu'on a également toute une catégorie de Français lambda qui aujourd'hui disent clairement, ouais, le Rassemblement national, on va voter pour eux, etc. Donc il y a tout un travail, je pense, qui a été fait pour aussi récupérer les notions de victimisation. C'est pour ça que tout le débat sur la repentance était particulièrement stratégique. On disait non, il n'y aura pas de repentance. Déjà, c'est pour masquer le débat sur les réparations, et c'est pour expliquer qu'en fait, finalement, ce serait la France qui aurait été victime de son empire colonial. C'est l'empire colonial qui aurait coûté à la France. Et donc là, il est temps pour les Français de reprendre leur destin en main, de récupérer leur nation. Donc c'est tout le discours de Zemmour, hein. Zemmour s'est constamment improvisé en historien qui n'est absolument pas. De la même manière que Finkielkraut s'est improvisionné en philosophe qui n'est absolument pas. Et ça rejoint un peu la manière dont la droite américaine conservatrice avait récupéré le discours des luttes noires progressistes pour justement l'appliquer à des nouvelles formes de capitalisme et
libéralisme ou de néolibéralisme. Donc on est un peu dans ce schéma où ce que l'on combat finalement a une capacité de gloutonnerie ou de phagocytage de nos propres idées, y compris de recrutement de personnes qui sont parfois dans nos propres rangs, pour les faire travailler finalement contre nous avec les moyens démesurés dont eux disposent vis-à-vis de nos luttes, de nos résistances, qui sont souvent, comment dire, confrontés aussi au plafond de verre idéologique des partis politiques sur lesquels nous serions censés davantage compter. Donc effectivement, dans le programme du Nouveau Front populaire, sur ces questions qui nous concernent directement, il y a sans doute des inadéquations qui sont aussi le résultat de compromis, de consensus, comment dire, de modération qui pose un souci. Dans ce que tu viens de dire, il y a ce retournement de notre argumentaire qui va être pris par l'extrême droite, donc qui se positionne comme une minorité colonisée dans son propre pays. Et donc ils reprennent complètement l'argumentaire anticolonialiste, et en même temps ils l'appliquent à une politique de droite ou d'extrême droite. Et moi ça c'est une question que je me pose. Pour moi, ce discours, il est censé être un discours plutôt de gauche ou d'extrême gauche. Comment est-ce que des forces de droite ou d'extrême droite peuvent se réapproprier si fort ce discours? Et toi, tu développes la notion de panafricanisme de gauche, ce qui voudrait dire qu'il y a aussi des panafricanismes qui ne sont pas de gauche, ou bien des anticolonialismes qui ne sont pas forcément de gauche. Enfin, en fait, est-ce que le spectre gauche-droite a vraiment du sens dans les contextes de lutte anticoloniale, de panafricanisme, etc. En fait, l'extrême droite, elle est fondamentalement colonialiste, c'est-à-dire qu'elle participe de l'histoire d'une certaine grandeur, dans certaines suprématies de la France, dans certains rayonnements de la France. Ça rejoint un peu les récits Make America Great Again, rendre la France à sa grandeur, etc. Donc il y a ces notions un peu de décadence, de splendeur décadente. Et dans le processus dit, entre guillemets, de dédiabolisation du Rassemblement national, il y a eu effectivement, je pense, un certain nombre de failles au niveau de la gauche qui n'a pas su occuper le terrain qui était naturellement le sien du point de vue des luttes antiracistes, du point de vue des questions coloniales, du point de vue des questions également identitaires, qui n'a pas non plus répondu à un certain nombre d'attentes du point de vue de la justice sociale. Donc c'est, je dirais, une partie des dégâts collatéraux, notamment du mandat de François Hollande et toute l'ambiguïté également de la politique de Macron, qui a aussi produit, je pense, un sentiment de déclassement de la part d'une partie de la population française, et avec toujours ce refrain lancinant du fait qu'on n'a jamais essayé l'extrême droite ou le Rassemblement national. Et aussi le fait qu'il y a tout un contexte aussi européen qui, je pense, n'est pas à négliger, puisque cette dissolution, elle intervient aussi dans le contexte du score des élections européennes. Et on voit bien que la France est un peu dans une logique de rétrécissement, à la fois au niveau européen, mais également, je dirais, au niveau de son histoire coloniale ou néocoloniale. La manière dont elle est contestée et chassée en Afrique, la manière dont elle est contestée dans certaines zones du monde aujourd'hui, pour moi, participe aussi du reflux de ces idées vers l'Hexagone, avec la particularité qu'on a, par exemple, dans un certain nombre de capitales africaines, dans le vote des Français de l'étranger, des scores du Rassemblement national qui ne sont pas anodins. Pareil au niveau de ce qu'on appelle les Outre-mer. Bon, certes, il y a évidemment l'abstention, etc., mais on a quand même des scores qui montrent que cette idée-là est en train, je dirais, de se diluer, de se disséminer. Et aujourd'hui, l'extrême droite apparaît comme étant, entre guillemets, une vraie gauche, ce qui pose des soucis en termes de crédibilité de la lecture des enjeux politiques aujourd'hui. Et on le voit aussi dans tout le débat pour savoir, entre guillemets, qui est antisémite ou qui est plus antisémite que l'autre. Aujourd'hui, on voit des juifs dire qu'il faut voter pour un parti qui est fondamentalement antisémite. Donc là, on a, je dirais aussi, des enjeux idéologiques très clivants. Et le Rassemblement national, ils sont vraiment dans une logique de marteler. Voilà, ils ont un clou, un marteau, et depuis 20-30 ans, c'est la même stratégie. Et au final, on voit que les digues sont en train de céder, que les logiques de barrage ou de castor, ça s'effrite. Donc il faut penser effectivement à d'autres stratégies et remonter à la racine de cette question de gauche et de droite par rapport à nos propres enjeux. Comme tu le dis, il faut maintenant penser des vraies propositions qui émanent des personnes concernées aussi, plutôt que de se focus sur la question du barrage qui, qu'on voit, ne fonctionne pas depuis plus de 60 ans. Alors c'est quoi, nous, nos enjeux spécifiques, que ce soit en tant que personne connectée à des parcours migratoires ou à des territoires comme ça éloignés? Est-ce qu'on se positionne dans la question de gauche et droite? Par exemple, toi, tu es le spécialiste du panafricanisme, donc on va se focaliser sur le panafricanisme. Il y a des gens qui disent que le panafricanisme échappe aux questions de droite et gauche. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas?
Alors, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est une question très large, hein, la question du panafricanisme de gauche, parce que ça n'a pas la même signification selon les contextes et l'appartenance historique. Donc là, par exemple, il va être absolument normal que ce que je vais dire ici ne soit pas ce que je redirai ailleurs, parce qu'à chaque fois, je ne touche en fait qu'un point de la question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les concepts de la gauche et de la droite, ils sont nés dans le cadre de la Révolution française de 1780. Mais c'est la Révolution haïtienne qui donne un sens concret à la gauche et à la droite. Et c'est la Révolution haïtienne qui est l'acte de naissance du panafricanisme, notamment du panafricanisme de gauche. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'à Paris, dans l'Assemblée constituante, les partisans de la Révolution se sont assis à gauche et les partisans de la contre-révolution royalistes de Louis XVI se sont assis à droite. Et c'est de là que débute plus ou moins symboliquement la polarisation politique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Révolution française, c'est aussi une révolution coloniale. Et donc, les colons de Saint-Domingue vont réclamer 18 députés dans la Constituante, dans l'espoir de former un groupe parlementaire suffisant pour censurer tous les débats sur la question coloniale, en particulier sur la question de l'esclavage à Saint-Domingue. Et comme ils n'ont finalement que 6 députés, les colons de Saint-Domingue vont former 3 partis à Saint-Domingue. Le premier qui est un parti de nature royaliste et contre-révolutionnaire, donc une sorte de droite conservatrice. Le second qui est formé par des patriotes, donc l'équivalent d'une droite nationaliste. Et le troisième qui est une assemblée provinciale du Nord, plutôt une sorte de droite bourgeoise. Et donc les 3 partis, et c'est là où ça devient intéressant, vont se disputer le soutien des mulâtres ou des libres de couleur, mais ils ne s'intéressent absolument pas au sort des esclaves noirs. Et donc lorsque les colons refusent d'appliquer un décret de la Constituante de mai 1791 qui accorde l'égalité aux libres de couleur, les mulâtres décident de se tourner vers les esclaves noirs, et c'est de cette alliance que naît la Révolution de Saint-Domingue. C'est cette alliance des Noirs et des mulâtres de Saint-Domingue qui fonde ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans notre contexte, une gauche révolutionnaire décoloniale. C'est pour ça qu'il faut lire le livre de C.L.R. James sur les Jacobins noirs, parce qu'il montre comment, dans les révolutionnaires noirs, comment les révolutionnaires noirs se sont émancipés de la domination. Et c'est d'autant plus important parce que la révolution haïtienne va plus loin que la révolution française en abolissant l'esclavage. Et c'est le projet de rétablissement de l'esclavage par Napoléon qui conduit à aller à l'indépendance d'Haïti. Donc ce qu'il faut retenir ici, et c'est là où c'est, je pense, important, c'est que le panafricanisme est né d'une résistance portée par des hommes et des femmes d'origine africaine qui sont allés au bout d'une révolution en suivant le positionnement symbolique de la gauche qui elle-même n'a pas été au bout de sa propre révolution. Donc autant nous savons la dimension africaine de la révolution haïtienne, autant son lien avec la naissance symbolique de la gauche et de la droite dans le contexte français est peu connu. Donc là, il y a 3 choses à retenir. Premièrement, le panafricanisme, il inclut nécessairement la décolonisation de la gauche, bien que le panafricanisme est en opposition avec la gauche coloniale, celle qui est à l'origine de la colonisation, Jules Ferry, etc. Nous n'avons pas, en tant qu'Africains, afrodescendants ou noirs, à nous positionner par rapport aux intérêts de la gauche ou de la droite, mais par rapport à nos propres intérêts, comme l'ont fait les Noirs et les mulâtres au moment de la Révolution haïtienne. Et donc si on comprend cela, nous devenons, en tant que personnes noires, alors je n'utilise pas vraiment le terme racisé, mais nous devenons un groupe social porteur d'un pouvoir politique, voire d'un projet politique, avec une dimension nationale et internationale, ou panafricaine. Et c'est ce type de discours que Malcolm X voulait venir donner à Paris en 1964 quand il avait été refoulé par les autorités françaises sur ordre des autorités américaines. Il ne s'agit pas d'un nationalisme noir qui rejoint justement une sorte de, entre guillemets, de panafricanisme de droite ou plus ou moins suprémaciste, mais vraiment d'un internationalisme noir dans les termes de Jeanne Nardal. C'est-à-dire que nous pouvons constituer un pouvoir noir dans un pays où le pouvoir est assis et construit en partie sur notre dos, et nous pouvons être au cœur d'une majorité. Donc si vous prenez par exemple les questions sociales, les questions écologiques ou les questions même ontologiques, où nous avons dans nos histoires de colonisés ou d'immigrés une connaissance qui est qualitativement meilleure que ce qu'en propose bien souvent le débat politique ou les programmes des partis dont parfois nous sommes absents ou simplement représentants. Deuxième point, le panafricanisme de gauche, il pose la décolonisation de la Révolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français, à l'époque, n'avaient jamais imaginé ou pensé la possibilité d'une révolution d'esclaves à Saint-Domingue, suivie d'une décolonisation avec Haïti. Donc lorsque la révolution surgit, il faut s'imaginer une situation où les Français n'y croient pas.
Et donc les nouvelles qui arrivent de Saint-Domingue sont incroyables. Et parce que ces nouvelles sont incroyables, ben, il se produit, à l'égard de la capacité des peuples colonisés à s'organiser, un consensus politique français de nature conservatrice et réactionnaire que l'on va retrouver dans tout le spectre de la politique française à des degrés variés, de la gauche à l'extrême droite. Et donc l'impossibilité de croire en une révolution qui viendrait des périphéries coloniales et des populations colonisées françaises qui en sont originaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les quartiers populaires, etc., tout ça, Ouais. fait partie en fait de l'impensé politique français. Et le troisième élément de ce panafricanisme de gauche, parmi les différents points à retenir, c'est que c'est un panafricanisme qui pose clairement la question des réparations. Donc il faut que dans ces programmes Front populaire, etc., tout ça, ben, il y ait un point vraiment précis sur la question des réparations. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le point de départ, on va dire, historique. Après, il y a des éléments, je dirais, plus actuels, c'est-à-dire que dans la définition du panafricanisme, nous parlons d'un mouvement d'émancipation et de solidarité entre les peuples d'origine africaine à travers le monde. C'est la définition basique. Maintenant, c'est un mouvement qui a d'abord été anti-esclavagiste et anti-raciste, puis anticapitaliste et anticolonialiste, et enfin anti-impérialiste. Alors aujourd'hui, la distance entre la rhétorique et la réalité du panafricanisme est que nous avons aujourd'hui des formes de panafricanisme qui sont compatibles avec le racisme, avec le capitalisme ou avec l'impérialisme. Et sur le racisme, par exemple, c'est l'émergence de discours panafricains qui vont se fonder sur des discriminations, qui vont se fonder, par exemple, sur une construction autour de l'islamophobie en réaction à la négrophobie. Tu veux dire que ça va être des personnes qui vont dire, par exemple, les musulmans sont négrophobes ou il y a de la Non, négro... non, en fait, ça va dire que ça va être des mouvements panafricains ou dits panafricains qui vont considérer qu'un noir islamisé est un traître, ne peut pas être dedans, etc. Tout ça, c'est-à-dire que même entre nous, entre noirs, on va se construire des discriminations qui n'ont pas en soi lieu d'être par rapport à l'identification de nos intérêts. Ça, c'est par exemple un exemple qui va au-delà de la question de la négrophobie, qui pose aussi d'autres enjeux en termes de convergence, de parallélisme des discriminations. Il y a Adhésion. Shadolov dans les commentaires qui dit panafricanisme de droite tendant vers le purisme. Oui, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'on va rechercher des racines identitaires qui n'ont pas de sens parce que le panafricanisme, dès l'origine, c'est une diversité. Donc on ne peut pas retrouver de la pureté dans quelque chose qui est né justement de la diversité. Ou pour retrouver cette pureté, ben, il faut effectivement s'inspirer des discours aryens, des discours liés au racisme biologique, des discours de ségrégation, des discours d'eugénisme qui en soi n'ont pas de sens. Parce qu'on ne peut pas remonter l'histoire, on n'est plus au 19e siècle et on ne peut plus se permettre sur les questions qui nous concernent en tant que mouvement panafricain, afrodescendant ou africain, des délires que nos aînés ont déjà, je dirais, déjà réglés. Mais ça montre qu'il y a une insuffisance de connaissances sur un certain nombre d'enjeux. L'autre élément aussi, c'est l'adhésion donc au discours d'extrême droite, notamment tout ce qui touche à la notion de rémigration, puisque l'un des éléments de la montée de l'extrême droite, c'est tout le discours sur l'immigration. Donc ça renvoie aussi aux expériences de retour en Afrique, les circonstances de la création du Libéria. Voilà, c'est l'idée qu'il faut que les Noirs qui sont libres dans ce monde dit occidental sont un mauvais exemple et qu'il faut les renvoyer en Afrique. Ça, c'est le discours de qui? C'est le discours des Noirs eux-mêmes ou c'est des discours de personnes blanches? Non, c'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition de ces éléments. En fait, c'est la manière dont on l'a évoqué sur la première question, sur la manière dont l'extrême droite récupère un peu nos discours sur les minorités, c'est la manière dont un certain nombre de cadres liés à l'idée du panafricanisme sont subvertis et récupérés dans des politiques finalement fondamentalement négrophobes, dans des politiques racistes et dans des politiques, je dirais, de recolonisation du continent africain. Alors Macron l'a fait de manière très soft, en appelant justement à la diaspora africaine pour son nouveau projet vis-à-vis du continent africain. Donc ça, c'est vraiment de manière soft. Mais cette manière soft, eh bien, je dirais, elle ouvre aussi de manière beaucoup plus radicale que l'on retrouve justement dans ces accointances entre des discours d'extrême droite sur la rémigration et des logiques des discours panafricains qui laissent sous-entendre qu'il y a besoin ou qu'il y aurait besoin que l'extrême droite arrive au pouvoir en France pour que les Noirs se disent « Ah, ben maintenant, il faut qu'on rentre chez nous ». Alors qu'on n'a pas besoin que l'extrême droite soit au pouvoir pour décider ou pas de retourner, de rentrer en Afrique. Et donc, du coup, ces discours sont assez particuliers. Ils se fondent aussi sur l'idée que mieux le chaos est présent en France, plus il y a de possibilités pour l'Afrique finalement de se libérer.
Mais je pense que ce sont des faux discours parce que le Rassemblement national est totalement dans les cadres de la France-Afrique. Hmm. Marine Le Pen a ses entrées auprès d'un certain nombre de chefs d'État africains. On en avait aussi pas mal parlé. Et ça pose aussi la question de nous, puisque l'un des débats qu'il y a, c'est est-ce qu'il faut partir C'est ce que j'allais demander là en alors fait, si, parce que les gens parfois ont cette envie réelle de se dire moi j'ai envie de renouer avec mes racines, etc. Est-ce que ça c'est un discours du coup de droite ou qui pactise avec l'extrême droite? Juste pour clarifier ce point, est-ce qu'on a le droit de vouloir aussi rentrer indépendamment de ce qui se passe en France? Oh oui, évidemment, personne n'attend que le RN soit au pouvoir ou pas pour décider de rentrer. Donc, du coup, c'est un faux alibi. On a une épée de Damoclès sur la tête. Et ça, c'est évident. Parce que l'on soit ici en France ou même sur le continent, il y a des difficultés partout. Il y a des luttes à mener partout. La question, c'est que les luttes que nous menons ici sont des luttes où nous sommes en ultra-minorité, notamment sur le plan identitaire. Ce sont des luttes où nous sommes clairement ciblés comme étant un produit cancérigène, un truc qu'il faut éliminer, qu'il faut carchériser, javeliser, etc. Hmm. Et en même temps, nous participons, sciemment ou inconsciemment, à la construction de ce pouvoir-là. Voilà, on a des Noirs qui se disent patriotes, que l'on retrouve candidats du Rassemblement national parce qu'ils disent qu'ils étaient patriotes en Côte d'Ivoire et que du coup ils se reconnaissent dans les patriotes en Ah, France. On pose des questions sur l'état de santé mentale et psychologique de beaucoup d'entre nous. On a pas mal de figures, Tanguy, Stella Kamga, etc., de figures noires qui sont mises en avant sur Courtoisie, Radio Courtoisie, Sud Radio, etc., des médias vraiment de l'extrême droite. Donc on voit vraiment comment on utilise aussi des figures noires qui participent de cette extrême droite-là pour justement casser nos visions, notre conception du panafricanisme, qui est une conception internationaliste et qui est aussi une conception, entre guillemets, fondée sur l'Ubuntu, qui est un concept qui est, je pense, beaucoup plus performant que des notions de vivre ensemble que l'on hmm. entend ici dans le climat français. Donc la question du racisme, c'est un premier élément Qu'est-ce que ce serait que de ce l'Ubuntu? En quoi c'est différent du vivre ensemble? En fait, la notion d'Ubuntu, c'est une notion, je dirais, comment dire, de solidarité vitale. C'est vraiment l'idée que si mon voisin tombe, je tombe avec lui et nous tombons tous ensemble. Ce qui n'est pas tellement le cas dans la société française parce que c'est une société qui est très stratifiée, qui est très classifiée, qui est très ségrégée. C'est une société qui, même entre nous, entre Noirs, tout est fait pour que les plus petites différences identitaires soient, entre guillemets, exacerbées. Donc, on est dans un espace où il y a une atomisation du lien social. Et donc, la notion de vivre ensemble, pour moi, elle est très artificielle. Elle est encore plus artificialisée par les lieux dans lesquels nous vivons, par le contrôle de l'espace urbain dans lequel nous évoluons, par tout ce qui renvoie justement à la question de la décolonisation de l'espace public. D'ailleurs, cette question des statuts montre bien que la notion de vivre ensemble n'est pas comprise parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas que pour des personnes qui partagent cet espace public-là, on puisse le trouver inhospitalier ou peu bienveillant. Hmm. La notion d'Ubuntu n'est pas vraiment d'une capacité à penser l'unité dans la diversité. Et je pense que ce sont des éléments qui ont été largement travaillés négativement dans le narratif français, notamment dans le narratif antiraciste français. Donc c'est un peu les dégâts collatéraux de toutes les logiques de SOS racisme et autres. C'est un Hmm. peu ce qu'on appelle les débats sur le racisme moral, etc. Et aussi, je dirais, la question de la charité ou de la bonne conscience Hmm. que se donne également une partie de la gauche française ou des Français de manière plus générale autour des notions d'humanisme, de chrétienté, etc., qui font qu'on a dans ce paysage-là des figures assez floues et une interrogation sur que vaut réellement la nationalité française et la citoyenneté française des Noirs en France. Hmm. Puisque dans ces débats-là, il y a aussi des questions d'échéance de nationalité, de binationalité, etc. Mais ce n'est pas des éléments récents. Comme je disais, la France a produit le Code noir, la police des Noirs. Il y a quand même eu tout un arsenal très particulier pour, je dirais, casser, briser un peu tout ça. J'ai une question sur ça et sur la question du nationalisme. Parce que là, on voit une montée du nationalisme en France. Et toi, celui que tu défends, c'est un panafricanisme plutôt internationaliste. Et en même temps, on l'a vu dans les mouvements de libération anticoloniaux, il y a aussi un nationalisme très fort qui a été moteur des volontés d'indépendance. J'ai l'impression que le système mondial actuellement, il force à être dans le modèle des États-nations. Ce qui fait que pour se libérer de la tutelle ou de l'emprise des États coloniaux, les colonisés ou les anciens colonisés sont obligés de promouvoir le nationalisme de leur pays. Par exemple, ce qu'on voit actuellement en Kanaki Nouvelle-Calédonie, où on va avoir des nationalistes français de métropole d'un État colonial
qui résonnent sur les thèmes de nationalistes kanaks qui cherchent, eux, à se défaire de cette emprise coloniale. Comment expliquer cette espèce de truc où le nationalisme devient en fait central dans tous les enjeux, qu'ils soient anticoloniaux ou coloniaux? Et comment sortir de cette injonction au nationalisme? Alors, le nationalisme des dominés ne peut jamais être mis au même niveau que le nationalisme des dominants. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Lorsque des Français en Kanaki ou en Martinique affichent leur nationalisme, c'est un nationalisme de dominant, c'est un nationalisme colonial. Des Français de métropole, Les tu vois, Français, blanc. voilà, métropole, c'est un nationalisme de conquête. Et le nationalisme qui est produit par les dominés, c'est un nationalisme de résistance qui a des racines historiques bien plus anciennes. Maintenant, cette question du nationalisme, elle a été constamment présente dans les mouvements de libération. Si on prend un cas très concret, dans le cas par exemple du Ghana, de Kwame Nkrumah, Nkrumah avait récupéré un parti bourgeois qu'il a fait éclater pour créer son propre parti. Et Nkrumah est issu d'une ethnie qui est minoritaire au Ghana. Et son plus grand adversaire a été le National Liberation Movement, le mouvement de libération nationale, qui s'appuyait en fait sur l'ethnie Ashanti, qui est l'ethnie la plus importante au Ghana, dans l'idée que la libération nationale du groupe dominant, ethniquement parlant ou numériquement parlant, signifiait en quelque sorte la libération de toute la nation. Et ce groupe-là, les Ashanti, détenaient le pouvoir économique et ont combattu Nkrumah, qui lui avait une vision au-delà du nationalisme, une vision panafricaniste. Et c'est quelque chose qu'on va constamment retrouver dans la plupart des pays africains et qui est en fait une dégénérescence du tribalisme, c'est-à-dire la construction par le colon de l'absence de vie politique des Africains et de la réduction de notre vie politique au stade de l'ethnie. C'est-à-dire que quand les colons arrivent en Nouvelle-Calédonie, en Afrique, etc., ils ne vont pas produire de l'histoire, ils vont faire des travaux d'ethnologie. Ils ne vont pas considérer qu'il y a de l'histoire ou de la politique dans nos organisations sociales, mais qu'il y a de l'ethnie. Et donc, lorsque des contextes d'indépendance arrivent, on va commencer à associer la question de l'ethnie à la question du pouvoir politique. Et c'est pour ça que vous avez tout un tas de discours très racistes et très condescendants qui disent qu'en Afrique, les histoires de politique, c'est des histoires d'ethnie. Et cette notion d'ethnie, qui est une notion de division, au moment des indépendances, elle va être récupérée par les pouvoirs en place pour construire ou tenter de construire des États-nations qui ne vont pas répondre aux questions justement de la décolonisation de l'ethnie. Donc pour moi, il y a un enjeu aujourd'hui qui fait que, par exemple, dans le cas des Kanaks, dans leur conception de l'indépendance ou du nationalisme, c'est pas un nationalisme de colons. Eux, ils disent très clairement, ben voilà, nous, on a nos valeurs, on a nos traditions, on a notre ancrage. Quand on parle d'indépendance, quand on parle de souveraineté, ben ça va plus loin que de pouvoir élire un président, etc. Et c'est pour ça que la question culturelle est essentielle. La question de la terre est fondamentale. Pourquoi il y a des résistances dans ces peuples kanaks, palestiniens, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié vraiment à la terre, qui est fondamental à la terre, qui est fondamental à la culture. Et c'est pour ça que la question des droits culturels, des droits autochtones, elle se pose de manière très claire dans ces contextes de nationalisme de dominé vis-à-vis de nationalisme de conquête qui nie justement la dimension politique des droits culturels des peuples autochtones. Donc du coup, la question de la conscience historique, la question de la conscience de classe, elle me semble ici importante. Et l'un des enjeux effectivement qui peut se poser, c'est comment on construit un nationalisme de libération, un nationalisme d'émancipation, et non pas un nationalisme de rejet, un nationalisme d'oppression. Et aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est qu'on a ces types de nationalismes-là qui sont en train de se développer. Et la France, elle fait partie d'un ensemble et elle est logiquement au centre de tout ça. Là, tu dis on peut développer des nationalismes un peu, on va dire, positifs, en tout cas inclusifs, qui ne se referment pas sur des idéaux un petit peu historiques falsifiés. Mais c'est quoi la différence donc entre le nationalisme et l'internationalisme? Toi, le panafricanisme dont tu parles, il a donc une base internationaliste, c'est ça? Nationaliste. Ça veut dire que qu'est-ce qui, dans mes luttes, fait écho aux luttes des autres? Dans quelle mesure les luttes que je mène ont un impact sur d'autres populations? C'est-à-dire que lorsque l'on élit le président français ou lorsqu'on élit des députés dont sortira un Premier ministre et un gouvernement, on ne décide pas uniquement pour les 68 millions de Français, on décide pour des personnes qui sont en dehors de ces 68 millions et qui pâtissent également ou qui sont également impactées par la politique française. Parce qu'on est dans un État qui est impérialiste et donc en tant que noir de France, mais pas que noir, enfin en tant que personne ici, vivant dans un pays impérialiste, on a par nos choix, entre guillemets, purement nationaux,
un impact ou une responsabilité plus importante que d'autres qui ne vivraient pas dans un état similaire. C'est-à-dire que le vote que l'on fait ou les décisions que l'on prend en France ont un impact plus large au-delà de la France que le vote ou les décisions qui peuvent être prises, je ne sais pas, en Slovénie ou en Hmm. Slovaquie. C'est dans ce sens-là qu'il y a une responsabilité en matière d'internationalisme qui nous impose de regarder en quoi nos choix, en quoi nos décisions ont des conséquences sur d'autres terrains de lutte et dans quelle mesure ce qui se passe sur les autres terrains de lutte peut être justement le déclenchement de la révolution au niveau du centre. L'idée que la révolution peut partir de l'espace périphérique, de l'espace colonial est extrêmement importante. Je pense qu'une indépendance de la Kanaki, par exemple, aurait un écho, un impact évident sur le sol français. Une constitution véritable d'un ensemble panafricain, AES ou autre, aurait également un impact évident sur des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens de France. Donc comment précisément des révolutions dont on nie, ou des avancées révolutionnaires dont on nie la réalité ou l'historicité, sont écartées de notre lecture des enjeux politiques des votes que nous faisons ici, pour ne pas comprendre le degré de responsabilité que nous avons. Et c'est l'internationalisme qui permet un peu de répondre, je dirais, à cette équation. Il faut un panafricanisme de gauche qui est donc révolutionnaire parce qu'il est né dans le contexte d'une révolution, qui est indissociable du progrès social, qui unit la liberté et l'égalité avec la solidarité, qui est clairement politique et qui repose sur un certain nombre d'approches, y compris sur la question du capitalisme, Hmm. qui doivent être également soulevées. La question du capitalisme, elle est centrale. Et aujourd'hui, par exemple, il y a effectivement un panafricanisme qui valide des discours capitalistes. Moi, quand j'ai dit, par exemple, panafrique de gauche, il y a plein de gens qui me sont tombés dessus en me disant oui, c'est n'importe quoi, c'est une tautologie, le panafricanisme est des à gauche, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois les pléonasmes, les tautologies, permettent d'appuyer certaines choses dont on a perdu l'essence. Pendant la guerre froide, dans le bloc occidental, on parlait de démocratie libérale. Et on sait que dans le bloc occidental qui se disait libre et démocratique, il n'était pas réellement libre et démocratique. Mais on parlait de démocratie libérale pour masquer un peu tout cet ensemble-là. Mhm. Dans le bloc soviétique, communiste et populaire, on parlait de démocratie populaire. Et le concept de démocratie populaire, c'est aussi une tautologie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, donc c'est le pouvoir du peuple populaire. Donc c'est une tautologie. Donc le pléonasme, ici, il est rendu nécessaire par le fait que le panafricanisme que l'idéologie dominante nous propose aujourd'hui est un Mhm. panafricanisme pensé et construit pour reproduire la domination capitaliste. Un cas aussi intéressant, lorsque la zone de libre-échange continentale africaine est présentée comme le rêve de Kwame Nkrumah qui parlait d'un marché commun africain, le panafricanisme qui justifie ce projet de zone de libre-échange continentale, il est porté par un néolibéralisme qui est à l'exact opposé de ce que Kwame Nkrumah portait. Et donc, du coup, on se retrouve, je dirais, dans des réponses objectives à des critères du panafricanisme, où on dit, ben, effectivement, ce qu'il dit, ben, on est d'accord, etc. Tout ça, c'est exactement ça. Comme il y a des gens qui disent, ben oui, le Front National, ils disent la vérité, on est d'accord, mais voilà, et finalement, on tombe dedans. Ouais. Parce qu'on est d'accord, ben, c'est évident, tout ça, mais en fait, non, parce que ce qui est dit en évidence, ben, en fait, ça l'est dit de manière utilitariste par rapport à des objectifs qui sont en contradiction avec l'essence même de la vérité qui est affirmée. Et c'est un peu dans ça aujourd'hui que le panafricanisme se trouve, en termes de confusion, de récupération, de flou, et en même temps, je dirais, d'opportunité. Je suis de ceux qui pensent que les choses vont se décanter. Hmm. C'est des questions qui sont complexes parce que ça nécessite d'avoir une large palette de la connaissance des différentes approches panafricaines. Par exemple, la socialisation des terres par Cabral n'a rien à voir avec la nationalisation des terres par Mugabe. Alors, est-ce que tu peux Et quand redire on le contexte Cabral et Mugabe? Cabral, c'est la Guinée-Bissau. Cabral, c'est un ingénieur agronome qui a mené une lutte de libération, qui promouvait notamment le suicide de classe, qui expliquait qu'il fallait renoncer à ses privilèges liés à ce qu'on a appris dans le contexte occidental et faire corps avec le peuple. Donc tuer en fait la bourgeoisie nationale ou le colon qui est en nous. Et Cabral avait une connaissance des enjeux agricoles, des enjeux concrets du peuple. Et il estimait qu'il fallait construire la socialisation des populations, non pas sur la base du marché, mais sur la base de ce qui pourrait être le troc, l'entraide, la solidarité. Donc sortir en fait du modèle économique concurrentiel pour poser ensuite à partir des terres une logique beaucoup plus solidaire. Mugabe, c'est le Zimbabwe. Donc le cas de Mugabe est intéressant parce que dans l'indépendance du Zimbabwe, il y a eu deux mouvements. Il y avait un premier mouvement unitaire qui s'est scindé en une branche entre guillemets de gauche qui était marxiste
Donc c'était la ZAPU, la Zimbabwe African People's Union, et Mhm. une branche de droite qui, elle, était nationaliste, la Zimbabwe African National Union, qui avait des lignes idéologiques différentes, mais qui se battaient toutes les deux pour le même objectif, c'est-à-dire l'indépendance de la Rhodésie et la naissance du Zimbabwe. Et l'enjeu, c'était la question de la récupération des terres des colons. Et dans le contexte de Mugabe, il va y avoir une logique de nationalisation des terres qui est un peu sur le modèle de Kenyatta au Kenya, va donner naissance à une bourgeoisie locale, une bourgeoisie foncière terrienne, alors qu'en fait, il aurait plutôt fallu ouvrir largement la question des terres au peuple. Et donc, du coup, on est sur des approches qui sont différentes, mais qui sont liées à des contextes qui sont également différents entre un pays où on a une colonisation de peuplement blanc, le Zimbabwe, un territoire, la Guinée-Bissau, où il n'y a pas de colonisation de peuplement. Il y avait une question dans le chat sur les panafricains qui vont reprendre des discours de droite européenne du type anti-LGBT, anti-féministe. Est-ce que on peut dire que c'est du panafricanisme de droite ou est-ce que dans le panafricanisme les questions de toute façon se posent différemment? Oui, alors une grande partie quand même du narratif, du discours homophobe qu'on peut trouver vient quand même de la colonisation. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important à soulever, c'est que les logiques panafricaines sont des logiques de protection. Ce ne sont pas des logiques de mise en danger, ce ne sont pas des logiques de persécution, c'est des logiques de protection. Quand on parle par exemple d'une des premières communautés panafricaines qui ont été mises en place, les Quilombos. Les Quilombos, ce sont des espaces de réfugiés pour tous les persécutés. Voilà, c'est pour tous les persécutés. Donc on ne peut pas, je pense, développer un discours panafricain qui repose sur des discours de persécution, ou en tout cas sur des discours ou des approches qui ne sont pas dans des logiques de protection. La question de la sécurité, elle est fondamentale. La question de la dignité, elle est essentielle. Donc pour moi, on est plus, je dirais, dans des discours identitaristes repris et copiés-collés du modèle européen dans des contextes africains où ces questions ont aussi leur propre analyse, ont aussi leurs propres approches, où les notions de genre ne sont pas vues de la même manière que la pensée rationnelle, moderniste, cartésienne a pensé les notions de genre. On est sur des logiques aussi de matrilinéarité où, par exemple, dans ces sociétés-là, quand elles le sont réellement, parce que souvent on le dit pour faire beau, mais on ne l'est pas, mais dans les sociétés matrilinéaires, l'homme n'a aucun droit sur sa femme et sur ses enfants. La femme n'est pas censée prendre le nom du mari, mais on constate bien qu'il y a aussi dans ces discours panafricains, entre guillemets, des revendications de pureté identitaire qui, dans la pratique, ne correspondent pas non plus aux pratiques réelles de ceux qui sont en décalage avec les réalités sociales des sociétés concernées. En fait, les notions de genre, elles ont été construites dans le contexte occidental, elles ont été développées, calquées sur des sociétés qui n'avaient pas les mêmes conceptions du genre, de la famille, de la sexualité, qui n'avaient pas non plus les mêmes tabous, qui ne s'inscrivaient pas non plus dans les mêmes morales chrétiennes ou dans les mêmes complexes religieux que l'on peut trouver, ou dans les mêmes formes de puritanisme. Et la colonisation a imposé des formes de puritanisme. La colonisation a agi sur les corps, elle a agi sur les sexualités, elle agit sur les représentations, elle agit sur la construction de minorités, elle a déstructuré des modalités de régulation sociale des différences qui existaient dans les sociétés africaines, elle a criminalisé des choses ou pénalisé des choses que parfois elle a contribué à construire pour garder justement des leviers de répression, et elle a aussi introduit des lois de la métropole dans la colonie. Voilà. On a aussi, je pense, un discours offensif et agressif qui est parfois aussi utilisé dans un contexte néolibéral pour exiger effectivement de l'Afrique qu'elle se plie à toutes les valeurs sociales, morales, sociétales, économiques des pays occidentaux, avec un peu une logique de supériorité et de condescendance qu'on retrouve sur les questions de sexualité, mais qu'on retrouve aussi sur les questions environnementales, sur la manière dont des sociétés sont particulièrement artificialisées, bétonnées, cimentées comme les sociétés occidentales, se permettent un beau matin de venir expliquer à des sociétés qui sont restées dans la ruralité comment il faut vivre l'environnement, la nature, etc. Et ça, c'est d'autant plus surprenant que nous avons ici en France des populations africaines et afrodescendantes qui viennent de sociétés qui ont une plus grande expérience des questions, encore une fois, économiques, sociales, écologiques, environnementales, mais dont les avis sont visiblement absents de tous les partis qui se revendiquent aussi de l'écologie politique. Et il y a aussi, je pense, une réflexion sur l'éthique qui est l'un des grands chantiers sur lesquels, je pense, le XXIe siècle va se construire. Quelles sont les formes d'éthique que nous voulons pour nos sociétés? Il y a et ça c'est pas du complot ou quoi que ce soit, il y a quand même une crainte de la part des Européens de disparaître démographiquement, numériquement, etc. Et cette crainte-là, en fait, on a l'impression qu'elle est exacerbée
par l'idée que le continent africain est une bombe démographique. Il y a tout le temps ce discours, l'Afrique est une bombe démographique. Et dans ce contexte-là, tout ce qui peut sembler ou s'apparenter ou être assimilé ou analysé du côté de certains Africains comme une volonté de réduire la population africaine entraîne du rejet, entraîne de la stigmatisation. Et je pense qu'il faut aussi le lire dans ce contexte-là. On a des impérialismes qui s'inscrivent dans des géopolitiques démographiques, dans des géopolitiques sociales et sociétales, qui, à mon sens, doivent être brisées dans leur approche frontale et doivent être abordées par des approches beaucoup plus transversales et beaucoup moins moralisantes et condescendantes. Et alors, pour terminer un peu cette Dans ça. discussion, Bassirou Diomaye Faye, qui a été récemment élu président du Sénégal, qui a un tremblement de terre un petit peu au niveau de la politique sénégalaise, parce qu'on attendait depuis longtemps un changement un peu de régime ou d'orientation, même de type de discours politique. Et comme on sait que le Sénégal est un des bastions de la France-Afrique, il y a beaucoup de gens qui regardent cette situation avec intérêt. Et là, il est actuellement à Paris à la rencontre d'Emmanuel Macron, dans un moment où il y a ces législatives qui arrivent et où la France annonce une diminution de ses troupes en Afrique de l'Ouest. Est-ce que, pour terminer cette discussion, on peut vite fait parler de la réorganisation qui est en train d'avoir lieu de la France-Afrique au moment même où la Macronie est sur la sellette, enfin, ou en tout cas dans une posture d'instabilité très forte. Qu'est-ce que les élections pourront donner aussi sur cette réorganisation, tu penses? Alors, ce qui est certain, c'est que Macron, avec Jean-Yves Le Drian, avec Catherine Colonna et quelques autres, ont été des formidables accélérateurs du rejet de la France, au moins du point de vue, on va dire, médiatique par les jeunesses africaines. On ne peut pas être surpris, je dirais, de cette situation-là. Et j'en suis d'autant moins surpris que pour moi, Macron, c'est quelqu'un qui est arrivé pour casser vraiment tous les vieux schémas, dans une logique un peu de chaos, d'enfant gâté, qui a tous les pouvoirs. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, la France est toujours favorable à une européanisation de l'Afrique, c'est-à-dire passer plutôt par les cadres européens pour continuer à agir sur le sol africain. Et c'est là qu'il y a probablement l'un des enjeux de discussion les plus importants. Alors, il y a eu des rumeurs qui disaient que Diomaye Faye voulait appeler l'Union européenne pour, entre guillemets, sécuriser la frontière entre le Sénégal et le Mali. Bon, c'est des rumeurs qui sont passées sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment plus d'éléments sur ça, mais ça me semble assez étrange comme approche. Ce qui est certain, c'est que l'Union européenne a besoin du continent africain. Il y a eu énormément de colloques, de mémoires, de rapports qui disaient que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique, etc. Donc, ils en ont besoin pour les ressources stratégiques, pour la démographie, parce que contrairement à ce qu'on dit, la démographie profite à l'Europe. Et l'immigration continue, c'est-à-dire que chaque jour, il y a des centaines d'immigrés qui rentrent dans la forteresse Europe. Et tout l'enjeu, c'est juste qu'ils rentrent dans un état le plus lamentable possible pour être ensuite corvéables à merci. Mais même sous le Rassemblement national, il continuera à faire entrer de l'immigration. On l'a vu avec l'Italie, Meloni qui disait on va tout stopper, mais en fait, il n'y a jamais eu autant d'immigration ou même de régularisation que depuis qu'elle est au pouvoir. Pourquoi cet état corvéable? C'est quoi la stratégie L'une des stratégies, c'est d'avoir de la réserve de main-d'œuvre qui peut être utilisable. C'est de toucher à la question du tissu social. C'est d'avoir également des groupes constitués qui peuvent également être utilisés ou agités, entre guillemets, comme menaces, comme rivaux du prolétariat français. C'est participer au mythe, au narratif de la guerre de tous contre tous. Pour moi, c'est maintenir en fait des braises ardentes un peu sur le feu, quoi, d'une certaine manière. Après, c'est de manière aussi très concrète, c'est aussi servir les intérêts de l'économie, notamment de l'économie française, où on sait qu'il y a énormément d'emplois qui ne sont pas dotés, parce que ce sont des emplois à faible qualification que souvent les Français ne veulent pas prendre et qui sont occupés par des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc il y a aussi cet enjeu qui est important. Donc la question qui va se poser, c'est quels seront les positionnements du capitalisme français, du grand capital français vis-à-vis de ce pouvoir-là, dit anti-immigrationniste. Et le fait que Bolloré soit quand même le principal sponsor de partis qui se disent anti-immigrationnistes, tout en menant Bolloré de son côté une politique africaine qui C'est ça, en participe à la fait. prédation et au départ de personnes du continent africain, qui s'auto-entretient et qui s'auto-nourrit. Et je pense que c'est dans ça
Il faut aussi penser les logiques de rupture. Contextualiser pour les gens qui connaissent pas bien l'étendue de l'Empire Bolloré, c'est que au-delà d'être à la manœuvre en France sur la montée des idées d'extrême droite, il est aussi à la manœuvre en Afrique puisqu'il possédait le monopole de plusieurs ports africains, même si là il vient récemment de vendre ses activités. Mais il a une énorme influence médiatique puisque Canal+, c'est une des chaînes les plus regardées en Afrique de l'Ouest francophone et donc il a la même influence médiatique en Afrique et en France. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible que le gars alimente... En fait, il a tous les côtés de la boucle, et c'est vraiment... ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est peu analysé quand on parle... Enfin, même les gens qui parlent contre le racisme de l'influence de Bolloré, et qui disent, ouais, Bolloré est en train de manipuler les médias, mais ils regardent assez peu ce qui se passe sur le côté africain. Disons que la stratégie de Bolloré, c'est de pousser, enfin de Bolloré, de Zemmour, etc., c'est de pousser à l'émergence aussi, entre guillemets, de panafricanisme, entre guillemets, d'extrême droite ou de droite, qui serait un peu le résultat des poussées de droite et d'extrême droite que ces médias produisent aussi en France. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est du copier-coller. Donc c'est comment avoir des connexions sur une ligne idéologique patriote. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec cette candidate qui se disait patriote en Côte d'Ivoire, qui arrive ici, qui s'inscrit au Rassemblement national parce que c'est des patriotes et elle se reconnaît dans ce discours-là. C'est quelque chose qui est très nocif, très problématique et qui gagne du terrain en nivelant les choses par le bas, en s'appuyant sur une culture qui, quelque part, est finalement plus woke que ceux qu'ils accusent d'être woke. Ça aussi, c'est assez particulier. Et qui, quelque part, ouais, subvertit, détourne un certain nombre de nos codes. Mais dans le cas du Sénégal, dans le cas de la réorganisation de la France-Afrique, le passage par l'Europe fait partie des stratégies qui ne sont pas nouvelles. La réduction des effectifs militaires était déjà envisagée depuis un certain temps, soit à travers une africanisation de la défense sur place, soit à travers des mécanismes de formation. Voilà, là, on a les perspectives, en tout cas, ce qui importe aujourd'hui, c'est la question de la monnaie. Donc le Sénégal, effectivement, semble vouloir aller aussi dans le sens d'une sortie du franc CFA qui serait différente de ce que les pays de l'AES voudraient faire. Donc là aussi, c'est un point, je pense, qui est extrêmement important et intéressant de voir si ça va réellement se faire. Moi, pour le moment, je reste assez prudent malgré toutes les déclarations qui sont faites. Et aussi des questions liées, je dirais, aux enjeux de souveraineté dans un contexte géopolitique qui est très particulier parce que le panafricanisme, notamment le panafricanisme de gauche, est anti-impérialiste. Et on a, depuis un certain temps, un panafricanisme qui peut s'associer à des impérialismes. Alors, ça a déjà été le cas dans le passé, c'est-à-dire qu'à un moment, les États-Unis, qui sont une puissance impérialiste, ont développé leur propre logique ou leur propre approche panafricaniste. Là, aujourd'hui, on va dire par exemple que c'est la Russie, mais ce n'est pas quelque chose, entre guillemets, de nouveau, que des impérialismes non s'emparent en fait de l'idée du panafricanisme, ou que le panafricanisme s'appuie ou repose sur des impérialismes de ce genre-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça produit une interrogation sur une géopolitique qui pense la conquête ou la reconquête, comme dirait, je crois, Zemmour, des Tristement. pays du Sud, et qui pense également la rivalité entre les pays engagés dans cette conquête. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité entre la France, la Chine, la Russie ou les États-Unis, et en même temps qu'il y a cette rivalité entre ces puissances impérialistes, toutes ces puissances-là pensent la recolonisation de l'Afrique ensemble. Et c'est cette double échelle qui constitue l'impérialisme collectif. Donc nous avons besoin que le panafricanisme soit une réponse à l'impérialisme collectif et non l'un des instruments des impérialismes de conquête ou de reconquête de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là aussi que les diasporas peuvent avoir un rôle à jouer. Donc voilà, donc dans le cas de la visite du président du Sénégal, bon, pour le moment, je ne vois pas de rupture. Une rupture serait été peut-être effectivement d'organiser une vraie rencontre avec la diaspora qui est ici présente, en sachant que Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, lui s'est permis ce luxe d'avoir une rencontre avec la diaspora afro-française, en sachant que Nana Akufo-Addo est comme chien collé avec Emmanuel Macron. Donc on voit bien que lorsque ça arrange les intérêts de la Macronie, on peut dérouler le tapis à une forme de panafricanisme, et qui sera un panafricanisme mais de droite, adossé aux valeurs néolibérales. Mais quand il repose sur une approche beaucoup plus internationaliste ou contestataire, là, je dirais, le discours médiatique, le rendu médiatique est différent. Juste pour terminer, en fait, dans cette notion aussi de panafricanisme de gauche, il faut regarder des références. Hein. Je parlais d'Amilcar Cabral, je pourrais parler de Walter Rodney, je peux parler aussi de Stokely Carmichael. C'est quelque chose qui a été aussi largement pensé dans l'espace anglophone, parce que souvent les gens m'attaquent en me disant oui, nanana, c'est des trucs français, etc. Non, ça n'a rien à voir.
J'ai vu passer des gens qui disent que le panafricanisme de gauche est inventé par la France et par Macron pour diviser le panafricanisme. Non, au bout d'un moment, il faut être sérieux. On parle d'idées qui ne sont pas sorties d'un chapeau, qui ont des évolutions. Et je pense que c'est très important qu'on tienne compte de l'évolution de ces idées pour éviter justement qu'elles ne finissent du mauvais côté de l'histoire. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu, de ne pas finir du mauvais côté de l'histoire. La question de la Palestine l'a montré, du bon côté de l'histoire lorsque l'on prend des décisions, lorsque l'on donne sa voix, ben, il faut aussi que pour la question du panafricanisme, on soit du bon côté de l'histoire. Et c'est un peu ce travail-là que j'essaie de faire à mon niveau, quoi. Merci beaucoup Hamzat pour ces explications, cette remise au jour, cette présentation aussi du panafricanisme de gauche qui est une notion qu'on entend trop peu. Et donc la Ligue panafricaine Umoja, l'association, enfin l'organisation politique dans laquelle tu milites. Merci vraiment à toi pour ce moment. Merci à ton public et à toutes les personnes qui participent, on va dire, à l'effort de résistance. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!